À 9 mois de l'élection présidentielle en RDC, la majorité présidentielle cache encore son jeu. Dans l'opposition, en revanche, les candidats sont connus. Sans surprise, Félix Tshisekedi défendra les couleurs de l'UDPS, le parti historique, et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a lui été désigné candidat de la coalition Ensemble pour le changement. Léonard Sheokutundu, bonjour. Bonjour. Après les 2 reports enregistrés en 2016 et en 2017, tout porte à croire que le 23 décembre, la date sera respectée pour le scrutin présidentiel. Mais qu'attend la majorité présidentielle pour désigner le candidat qui défendra ses couleurs le 23 décembre prochain? Mais la majorité présidentielle se prépare. Comme vous saviez, nous attendions d'abord la fin de la révision du fichier électoral, ce qui est déjà acquis. Et maintenant, les dépôts de candidature auront lieu au mois de juin et juillet prochain pour les législatives nationales et provinciales, et après pour l'élection présidentielle. Alors, en ce moment, après le nettoyage du fichier électoral, je pense que déjà la loi sur la répartition de sièges va être votée par le Parlement. Et c'est après cela, effectivement, que la majorité présidentielle va faire son choix. Alors, le choix sera-t-il fait au sein d'un congrès pour désigner le dauphin? Bien entendu, je pense que les partis politiques se détermineront et après, ils se retrouveront au sein de la majorité présidentielle. Et là, effectivement, ce sera le bureau politique de la majorité présidentielle qui va se prononcer. Donc ce sera une désignation par consensus? Absolument. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ces 4 dauphins qu'on cite de manière régulière. 2 ex-premiers ministres, notamment Adolphe Mupito et Matata Ponyo, mais également le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire du parti, du PPRD. Lequel, aujourd'hui, tient la corde? Non, pour l'instant, c'est des simples spéculations. Je pense que pour cela, je crois que les gens soient patients. La majorité présidentielle va se prononcer, mais pour l'instant, je vous assure que c'est que pure spéculation. Tiendra-t-on compte de cette alternance géographique pour éviter que ce soit encore un candidat de l'Est de la RDC qui soit à la tête du pays? Je crois que le choix se fera, ça c'est mon point de vue. Je ne veux pas me prononcer au nom de la majorité pour l'instant, ce serait prématuré. Mais ce sera la personne sur laquelle nous estimerons qui sera la mieux placée pour défendre les couleurs de la majorité présidentielle. C'est le facteur déterminant pour le choix. C'est le principal critère. Absolument. Alors, dans l'organisation du scrutin, l'affaire des machines sud-coréennes pose question. L'ambassade de Corée du Sud s'est désolidarisée du fabricant de ces machines. Alors, la CENI est déjà très suspectée d'être partisane dans l'organisation du scrutin. Quel gage peut-elle donner aujourd'hui pour garantir la transparence d'un scrutin? Vous savez, sur cette question, l'obligation pour tous les acteurs politiques du paysage politique congolais, c'est de respecter la Constitution de la République. La Commission électorale nationale indépendante est l'émanation de la Constitution, mais en même temps aussi de toutes les composantes du paysage politique national. La Commission électorale indépendante est représentative de l'ensemble des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas essayer, par ces genres de spéculations, essayer d'évaluer cette institution qui est extrêmement importante pour l'organisation des élections dans notre pays. La Commission a tenu compte de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le coût. Vous savez que les élections en République démocratique du Congo, généralement, c'est 1,2 milliard. Alors, à l'heure où il y a des restrictions budgétaires importantes, avec la conjoncture économique sur le plan international qui est très compliquée, nous devrions faire tout pour trouver le système qui soit le moins coûteux possible. C'est pour ça qu'après réflexion, la Commission a opté pour cet instrument qui a été choisi effectivement en Corée du Sud. Je tiens à vous rappeler qu'au moment de la présentation de cette fameuse machine à voter, l'ambassadeur de Corée était là.
Et l'ambassadeur de Corée a même vanté effectivement cet appareil. Aujourd'hui, il prend ses distances. Ça montre effectivement, et c'est pour ça que vous nous voyez actuellement au créneau pour défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il y a une forte pression, et non des moindres, sur la Corée du Sud pour essayer de dévaluer ces systèmes. Alors que j'entendais même le responsable de International Crisis Group qui disait que non, il ne faut pas remettre en cause d'emblée cette machine à voter parce qu'elle paraît fiable. Ce qu'il y a ici, c'est que tout doit se faire dans la transparence. Et la Commission électorale nationale indépendante fait un grand travail de sensibilisation pour rassurer tout le monde. Il faut qu'on soit sérieux et considérer que la République démocratique du Congo ne peut pas se permettre d'organiser les élections comme on l'a fait en 2011, avec un système non seulement lourd sur le plan de la logistique, mais en même temps sur le plan financier. Donc ici, ce qui importe, c'est qu'on apporte la preuve de la fiabilité de la machine. C'est ce que la Commission électorale indépendante est en train de faire. Il y a même beaucoup de pays qui ont envoyé des émissaires en Corée du Sud pour justement dissuader la Corée, faire pression sur la Corée pour qu'on abandonnât cette machine à voter. Mais je crois qu'on ne va pas reculer, la Commission non plus, la Commission est indépendante. Et l'obligation de la Commission, de par la Constitution de la République, c'est qu'elle organise des élections crédibles, transparentes et conformes aux standards internationaux. Dès lors que cette machine contribue à l'organisation des élections dans ces circonstances, inévitablement, elle sera adoptée. Récemment, le procureur général a ouvert une information judiciaire pour faux et usage de faux en rapport avec la nationalité de Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une boîte de Pandore qui est assez dangereuse d'ouvrir aujourd'hui et qui pourrait avoir des conséquences sur toute la classe politique congolaise, y compris sur Joseph Kabila lui-même, qui avait été suspecté d'avoir une autre nationalité que la nationalité congolaise? Non, le président de la République n'a jamais eu une autre nationalité que la nationalité congolaise. Là, encore une fois, c'est des simples spéculations. Mais vous savez, ce n'est pas le procureur général de la République qui a inventé les preuves qui actuellement sautent aux yeux. C'est-à-dire quand l'hebdomadaire Jeune Afrique publie cette information quand même incontestable, selon laquelle l'intéressé a été citoyen italien pendant 17 ans, effectivement, on doit nécessairement en prendre acte. Alors, vous dites ouvrir. Il a été citoyen italien, mais pendant qu'il avait cette nationalité, ça n'a pas empêché qu'il soit gouverneur pendant 8 ans d'une des plus riches provinces de la RDC. Mais ça veut dire qu'effectivement, les autorités chargées de l'organisation des élections avaient ignoré ce fait-là, parce que c'était une information qui vient de nous parvenir. Donc maintenant, on doit la prendre en considération. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que là, il n'y a aucune manœuvre politicienne qui que ce soit, pas du tout. Je crois que ce sont des éléments qui sautent aux yeux et on doit nécessairement en prendre en considération. Voilà. Et puis, indépendamment de ça, comme vous voyez maintenant dans beaucoup de pays, l'élection présidentielle est une élection extrêmement importante. Et là, beaucoup de pays refusent qu'un candidat à l'élection présidentielle disposât d'une autre nationalité. Bon, il y a des cas très particuliers, mais généralement, pour l'élection présidentielle, même dans les grandes démocraties à travers le monde aujourd'hui, la question de la double nationalité pour l'élection présidentielle principalement est peut-être un handicap pour un prétendant à cette élection à la magistrature suprême. Le 27 mars dernier, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat pour 1 an de la MONUSCO, un mandat recentré sur 2 points, l'assistance technique et l'organisation des élections, mais surtout la protection des civils congolais. Kinshasa, par votre voix, avait d'ailleurs souhaité que ce mandat soit écourté. Pour quelle raison? Non, parce que comme vous savez, les opérations de maintien de la paix ne sont pas destinées à s'éterniser. Mais ça fait presque 20 ans qu'elle est en RDC. Presque 20 ans, et puis quand on fait le bilan, ce bilan est pour le moins mitigé par rapport au rôle de la MONUSCO dans notre pays. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. C'est pour cette raison, et puis d'ailleurs dans toutes les résolutions, même la résolution précédente du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été prévu une stratégie de sortie. Et là encore une fois, aucun des éléments figurant dans la résolution du Conseil de sécurité, la précédente donc, n'a pu être mis en œuvre, notamment
ce programme de retrait. C'est pour ça que nous sommes revenus à la charge auprès du Conseil de sécurité pour qu'on commence à prévoir la programmation de retrait de cette force des Nations Unies de la République démocratique du Congo, parce qu'il est grand temps. Alors maintenant, on a mis un peu du bémol, parce que bon, c'est une année éminemment électorale, donc tout doit être concentré sur l'organisation des élections. C'est pour cette raison que nous avons pris acte de la reconduction du mandat de la MONUSCO, avec deux missions stratégiques importantes, c'est-à-dire la protection des civils et, encore une fois, l'assistance, l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Mais une fois que les élections ont eu lieu, nous pensons que d'ailleurs même maintenant dans les dialogues stratégiques que nous avons avec la MONUSCO, nous devrions déjà prévoir un retrait. Une programmation effectivement de retrait. Mais quel reproche vous faites à la MONUSCO 20 ans après? Bon, par exemple, regardez, d'abord cette mission est pléthorique en RDC. Elle est déployée dans certaines régions où on n'en a pas besoin, c'est-à-dire elle aurait pu être beaucoup plus efficace à l'est de la République démocratique du Congo, aux pilules et les groupes armés. Et les groupes armés, effectivement. Mais vous savez, la mission principale de cette opération a toujours été celle de la protection des populations civiles. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, qui menace les populations civiles aujourd'hui? Ce sont les groupes armés. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons fait une revendication importante lors du débat au Conseil de sécurité, qu'on intègre l'éradication des groupes armés, la nécessité impérieuse de l'éradication des groupes armés dans le concept de la protection des populations civiles, parce que ce sont ces groupes armés qui menacent les populations civiles. Donc aujourd'hui, il est impossible de séparer l'éradication des groupes armés et la protection de la population civile, ce qui devrait aboutir à ce que la mission des Nations Unies ait un rôle offensif, un rôle actif contre les groupes armés. Bien entendu, on a renouvelé la mission de la brigade d'intervention, parce qu'à un moment donné, il y a eu même un clivage au sein de cette force des Nations Unies. Et le gros de la MONUSCO s'occupant, d'après leur conception, des populations civiles, et puis la brigade d'intervention, qui est plutôt composée des éléments, des contingents venus de la SADC, ce contingent, cette brigade d'intervention s'occuperait cette fois-ci directement des groupes armés. Mais j'ai vu que dans cette résolution du Conseil de sécurité, on a pris en considération notre réclamation, parce que aujourd'hui, non seulement cette brigade a été reconduite, mais en même temps, elle est sous commandement de la MONUSCO en général. Il n'est pas exclu que même les forces de la MONUSCO dans leur ensemble, quand nécessité se fait sentir, que cette force en général, brigade d'intervention compris, s'attaque aux groupes armés. Et ça, c'est un élément important que nous avons ravi au débat du Conseil de sécurité, qui a été pris en compte. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Je vous en prie.